C'est M. Whittington pour Français langue 9. On lit la partie 4 du roman La Première Guerre de Toronto pour la semaine numéro 6 de notre quarantaine. Alors, le titre de cette partie, c'est « De nouveau au front ». Et je veux juste réfléchir à ça un petit peu avant de commencer la lecture. Qu'est-ce que ça suggère à vous? On sait que Napoléon est déjà allé au front dans la guerre. Alors, ça suggère à moi que maintenant, il va avoir besoin d'aller à une sorte de front pour une autre sorte de guerre ou défi. Okay? Alors, on verra ce que c'est. Chapitre 20. Le mardi 17 septembre 1918. Bonne fête, Napoléon! Les lèvres de Corinne l'embrassent et il sent sa chaleur même à travers sa robe. Le premier baiser donne lieu à un deuxième, encore plus chaud, plus passionné. La langue de Napoléon chatouille celle de sa fiancée. Ses mains caressent son corps, font sauter des boutons. L'extase de se coller contre cette peau lisse et aussi brûlante que la sienne le liquéfie. Il se sent couler. Est-il en train de faire l'amour? Oui, cette euphorie qui le berce doit bien être cela. Soudain, il se rend compte que les cheveux de celle qu'il enlace si fougueusement sont noirs et pas châtains, que le visage qu'il couvre de baisers n'est pas celui de Corinne, mais de Julie. « Debout, Bouvier, c'est l'heure !» Napoléon ouvre les yeux et, brusquement, découvre la lumière pâle du début du jour qui filtre à travers les fenêtres sales du dortoir de la caserne. La voix du sergent Thomas vient de le tirer d'un rêve, d'un fantasme érotique, mais déconcertant. Il met les pieds par terre et se frotte le visage. La chaleur qui l'enveloppait voilà 5 secondes s'est volatilisée dans la froideur du matin. Qu'est-ce qui lui a inspiré un tel rêve? La veille, il était bel et bien avec Corinne. Après un souper ensemble pour célébrer son anniversaire de naissance, il est sagement entré à la caserne. « Grouillez-vous, le boulot nous attend. » Le sergent, frais rasé et habillé, exhorte les soldats mal réveillés à s'activer. Comme les autres, Napoléon se rend aux salles de bain communes et fait sa toilette rapidement. Depuis hier, il a l'âge légal pour être dans cette armée où il a déjà passé presque 2 ans. Aujourd'hui, cette période lui semble beaucoup plus longue, tellement ses expériences pénibles l'ont vieilli. Lui, qui était si pressé de s'enrôler, attend impatiemment de recevoir son congé de l'armée. Ce rêve bizarre en fait pas les premiers du genre à agrémenter ses nuits. Serait-il un signe qu'il doit à tout prix se marier bientôt? Peu après, pendant le petit déjeuner, le sergent Thomas renseigne les hommes de son peloton sur leur affectation pour la journée. « Il paraît que tu aimes bien traîner dans les hôpitaux, Bouvier. Pour les prochains jours, tu vas donc être bien servi. » Désigné pour faire partie d'un détachement chargé d'aller prêter main forte au personnel de l'hôpital de la base de la RAF, Napoléon se joint à une dizaine de camarades pour entreprendre le voyage à pied jusqu'à l'établissement, une structure de bois à l'angle des rues Gérard et Church. Cet édifice municipal, prêté aux militaires pour appuyer l'effort de guerre, sert à loger les malades de la Royal Air Force, les nouvelles forces de l'air du Canada. Napoléon, qui est déjà passé devant l'hôpital, y pénètre pour la première fois et reste désarçonné en y découvrant des patients mur à mur. Un officier, le responsable de l'hôpital, le colonel Hardy, jumelle Napoléon à un membre des forces de l'air. « Roland Michener, » déclare le jeune homme qui tend la main à Napoléon, « je viens de Red Deer en Alberta. »
Je vais être pilote, si jamais je peux finir ma formation ici. Je ne pensais pas que vider des pots de chambre et transporter des malades en ferait partie, mais le fonctionnement de la RAF est bien mystérieux. Bouvier, toujours un peu désemparé, suit les instructions de Michener, qui a tout juste 18 ans. Il remonte un corridor bordé de malades, certains couchés dans des lits de camp, d'autres tout simplement par terre, pour aboutir à des portes et à une aire de déchargement. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande Napoléon. Michener lui fait signe de prendre l'autre bout d'un brancard où un jeune homme fiévreux marmonne des paroles inintelligibles. Celui-là, il faut le monter à la salle des grippés. Ce qui se passe? Il y a trop de malades et pas assez de place. Cet hôpital a été conçu pour 300 patients. Il paraît qu'il serait près de 900 là-dedans. Napoléon siffle un juron et lève son bout de la civière. Est-ce qu'il y a des malades avec la grippe espagnole? Le soldat songe à un article dans le Star d'hier, selon lequel, dans le camp militaire de volontaires polonais-américains à Niagara-sur-le-Lac, on signalait 188 cas de cette grippe qui se répand aux États-Unis. Michener, qui avance en tenant la civière derrière lui, tourne la tête pour répondre. « Je sais rien, moi, mais je peux te dire qu'il y a des gars au camp d'entraînement de la RAF à Hamilton qui l'ont. » Les deux brancardiers transportent leur malade jusqu'à une vaste salle où ils le déposent dans un lit vide parmi la trentaine d'autres occupés par des patients qui toussent ou dorment. « Il en reste une dizaine à monter, » déclare Michener en signalant à Napoléon de reprendre son bout de la civière vide. « Ils sont combien avec la grippe ici? » J'ai entendu le colonel Hardy parler de 200. À certains moments de la journée, je changerai bien de place avec l'un d'eux. Passer la journée au chaud, dans un lit confortable. Nous autres, les recrues de la RAF, on est logés dans l'entrepôt de l'école élémentaire Jesse Ketchum. On nous a donné des lits en pain et quelques couvertures, même pas une paillasse. C'est dur comme de la roche. Napoléon retient sa colère. Ce blanc-bec de l'Alberta, qui veut s'amuser à piloter des avions, ne connaît rien à la souffrance. S'il trouve que dormir dans un lit dur est pénible, il devrait se coucher dans la boue d'une tranchée, avec des obus qui pleuvent tout autour pour voir. Bouvier se calme, car s'en prendre à Michener serait une erreur. Mieux vaut conserver de bons rapports avec cette mine de renseignements utiles, s'il veut survivre dans cet hôpital aux conditions difficiles. De retour au débarcadère, il retire un autre malade d'un camion. La veille, le père de Corinne lui avait montré un article du journal Le Devoir, paru la semaine précédente. Il parlait du congrès eucharistique de Victoriaville, qui avait attiré 25 000 personnes entre les 12 et 16 septembre. Depuis, le collège de la ville est fermé, car on y rapporte de nombreux cas de grippe espagnole. Cette maladie qui fait des ravages en Europe et aux États-Unis est-elle sur le point de se répandre au Canada? Le soldat a un mauvais pressentiment. « Julie doit en avoir des nouvelles, pense-t-il. Au moins, elle saura quelles précautions il faut prendre. » Avant de commencer chapitre 21, je vais juste vous expliquer ce qui se passe là. Alors, Bouvier Napoléon, il commence à travailler dans un autre hôpital pour le RAF, Royal Air Force. Alors, il est encore dans l'armée et il juste travaille pour l'armée. Et là-bas, cet hôpital, encore proche de Toronto, est comme plein de personnes malades. Et il essaie de découvrir s'ils sont malades avec la grippe espagnole. Et il sait que la grippe espagnole est tout partout en Europe et aussi aux États-Unis. Et il juste se demande comme, est-ce que ça commence maintenant ici au Canada? Et il a rencontré un autre jeune homme militaire, Michener, qui veut devenir pilote. Alors Michener n'est pas encore allé à la guerre, alors il ne sait pas beaucoup de
comment on souffre dans la guerre. Chapitre 21. Prions maintenant pour la fin de la guerre. À la suggestion du vicaire Lucier, tous les fidèles dans l'église du Sacré-Cœur baissent la tête et demandent à Dieu de mettre fin à ce fléau déclenché par des êtres humains et qui, depuis 4 ans, a changé le cours d'un nombre incalculable de vies et mis fin à des millions d'autres. Cependant, en ce dimanche 29 septembre, les paroissiens ignorent qu'une autre calamité s'apprête à s'abattre encore plus directement sur eux que cette guerre de l'autre côté de l'océan. Alors, l'autre calamité, c'est la grippe espagnole. Peu après, Napoléon retrouve Julie sur le parvis de l'église et l'invite à se joindre à lui et à Corinne pour une marche. L'infirmière accepte et, une femme à chaque bras, Napoléon remonte la rue Church. « Je dois faire bien des jaloux, lance-t-il à ses 2 compagnes. Le trio arrive au parc des Jardins Allen, où il déambule tranquillement en observant les autres promeneurs et la flore déjà marquée par les couleurs de l'automne. Les 2 femmes échangent des commentaires dans une flotte de paroles et de rires que Napoléon prend plaisir à écouter. Elles s'entendent à merveille, constate-t-il. J'ai vraiment de la chance de les avoir dans ma vie, surtout en ce moment. Il n'a plus repensé à cette soirée où il a commencé à ouvrir son cœur à Julie. Du moins, il réussit à en chasser le souvenir chaque fois qu'il se manifeste. « Regardez là-bas, encore des gens en deuil, » chuchote Corinne, qui contemple une famille, un homme et une femme à la mine sombre, avec 2 jeunes enfants. Les 4 portent des brassards violets. Je me demande si leur fils était sur la liste des morts à la guerre dans le journal d'hier. On a beau recommander aux parents des soldats tués de porter des crêpes violets plutôt que de se vêtir d'un costume de deuil au complet. Ça ne fait pas oublier la guerre pour autant. Alors, ce qu'il parle de, c'est qu'il y a une famille qui porte des choses sur leurs bras, des choses violettes sur leurs bras, et ça signifie qu'ils sont en deuil, mourning. Alors, probablement pour un fils qui était dans la guerre, qui est mort maintenant. Alors, au lieu de s'habiller tout en noir, on demande les gens de porter des choses violettes sur leurs bras. Napoléon n'a pas pu retenir son amertume. Ses pensées s'envolent vers ceux qui sont encore dans les tranchées pour ensuite revenir aux nouveaux conscrits qui, dans les prochaines semaines, devront se présenter au centre d'enrôlement sous peine d'être pourchassés par la police. Doucement, il éloigne ses amis de ce triste rappel des coûts humains de la guerre. Fatigué de porter l'uniforme qui, pourtant, suscite les regards admiratifs des passants, Napoléon s'est vêtu en civil endimanché. Ainsi, il s'expose au risque de se faire plumer par un de ces groupes de femmes patriotiques qui circulent à l'improviste dans la rue pour poser des plumes de poule sur les jeunes hommes en tenue civile, une tactique pour les culpabiliser de ne pas s'être portés volontaires. Alors, ça mérite une explication. Napoléon ne porte pas son uniforme, et quand il porte son uniforme, les gens lui regardent comme avec admiration, comme « Ah, regarde ça, un héros de guerre ». Mais il y a des personnes, des femmes spécifiquement, qui portent des plumes de poule tout partout avec elles, et quand ces femmes rencontrent un jeune homme qui n'est pas en uniforme, elles placent ces plumes sur ces personnes pour les marquer comme des poules, chicken, pour ne pas être assez courageux pour joindre l'armée. Alors ça, c'est comment c'était. Comme si tu n'allais pas à la guerre, tu étais traité comme beaucoup moins de quelqu'un qui est allé servir dans l'armée. Cette année, l'automne, habituellement la saison préférée de Napoléon, ne lui inspire que des idées moroses, comme le ciel de plomb de cet après-midi frisqué.
Ce mois de septembre a été l'un des plus froids et pluvieux jamais connus à Toronto. Soudain, il se tourne vers Julie. « Qu'est-ce qui se dit à l'hôpital au sujet de la grippe espagnole ?» La question à brûle-pourpoint surprend l'infirmière qui réfléchit avant de répondre. Pas grand-chose. Les médecins parlent des précautions habituelles à prendre pendant la saison de la grippe et de la gravité de la maladie aux États-Unis, en particulier à Boston où elle s'est propagée rapidement. Cette réponse ne satisfait guère Napoléon, qui sent que Julie n'a pas tout dit. La grippe est bien installée à l'hôpital de la base en tout cas, laisse-t-il tomber. Je ne peux pas croire que les autorités de la santé publique n'en parlent pas plus. Napoléon sent la pression de la main de Julie sur son bras. Ils ont peut-être peur de déclencher un mouvement de panique, puisque les trois arrêtent de marcher. Corinne et Napoléon encouragent Julie à compléter sa pensée. Après un long silence, elle poursuit enfin. « C'est pas juste chez les militaires maintenant. Ça sera probablement dans les journaux demain. Hier, une petite fille de 12 ans, une Américaine, est morte de la grippe à l'hôpital général. Mercredi, elle voyageait avec ses parents dans un train du Delaware. Pendant le voyage, elle est tombée malade et on l'a admise à l'hôpital dès son arrivée à Toronto. » Les yeux de Napoléon vont de Julie à Corinne. Son travail à l'hôpital de la base l'a-t-il conduit à nouveau au front? Mais cette fois, il lutte contre un ennemi encore plus sournois, qui demeure invisible, sauf quand il prend possession des corps de ses victimes. Par sa présence même à l'hôpital, Napoléon expose peut-être celle qu'il aime à cette effroyable menace. « On devrait rentrer, » dit Corinne. Napoléon, toujours ébranlé, hoche la tête. Maintenant, c'est lui qui se laisse guider par les deux femmes. Malgré la force qu'il sent croître de jour en jour dans son bras droit, il éprouve une triste impuissance, la même qui l'accablait dans les tranchées, le désespoir de ne plus pouvoir avancer ni reculer. Chapitre 22. Le lendemain, en ouvrant le Toronto Star, Napoléon découvre que Julie a eu tort. Le journal n'annonce pas la mort d'une fille emportée par la grippe espagnole, mais de deux. En plus de la petite américaine, une jeune torontoise, une élève de l'école Jessie Ketchum, tout simplement désignée par son patronyme, Robertson, a également succombé à la grippe à l'hôpital général. Par ailleurs, on dénombre 12 autres cas de grippe espagnole connus dans la population civile et toujours 200 cas à l'hôpital de la base. Pourtant, le médecin en chef de l'Ontario, le docteur McCullough, ne croit pas que la situation nécessite la mise en place des mesures spéciales. Napoléon, lui, n'est pas si sûr. Selon l'expérience des Américains avec la grippe espagnole, lit-il, on peut anticiper que 30 à 40% de la population des communautés touchées par la maladie seront affectées et que l'épidémie durera entre 4 à 6 semaines. Alors, Napoléon découvre dans le journal, le prochain jour, qu'il y a 2 jeunes filles qui sont mortes de la grippe espagnole à Toronto, incluant une fille de Toronto, pas juste une fille américaine. Et qu'il y a encore 200 cas de la grippe espagnole à l'hôpital de la base où Napoléon travaille. Alors, il craint que peut-être il s'expose à cette maladie et encore pire, qu'il expose Julie ou Corinne ou les deux à cette maladie. Alors, c'est très similaire à ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a une section ici qui dit que le médecin en chef de l'Ontario, le docteur McCullough, ne croit pas que la situation nécessite la mise en place de mesures spéciales. Alors ça, c'est comme nous avons un médecin en chef en Colombie-Britannique, le docteur Bonnie Henry, qui était responsable pour la décision de mettre en place des mesures spéciales aujourd'hui, maintenant, pour le coronavirus. Alors, il y a des parallèles ici entre
la grippe espagnole de 1918 et le virus de Corona aujourd'hui. Okay. Le jeune homme froisse le journal et le laisse sur la table de la cantine. La mort dans l'âme, il se joint à son peloton qui se rend à l'hôpital de la base pour une autre journée de travail. Nous allons directement dans la fosse aux lions, ronchonne-t-il intérieurement. Mais les soldats malades, il faut quand même en prendre soin. C'est pareil comme si j'étais dans les tranchées avec des blessés. J'hésiterai pas à leur porter secours et à faire mon devoir. Peu après, arrivé à l'hôpital, Bouvier se fait apostropher par son collègue Michener, qui lui passe un masque de gaz. Enfile ça, c'est la consigne maintenant dans l'hôpital. T'as manqué tout le plaisir d'hier. On a admis 50 nouveaux cas de grippe. C'est le branle-bas de combat maintenant, mon vieux. Napoléon recouvre sa bouche avec le masque. Pendant un bref instant, il se revoit en train d'enfiler son masque à gaz avant de se lancer à l'attaque à Passchendaele. Voilà un an. La rumeur que produisent les infirmières, les soldats et les malades dans les corridors de l'hôpital ne ressemble en rien aux explosions assourdissantes des obus. Mais Napoléon redoute que l'affrontement dans lequel il s'engage soit tout aussi meurtrier que sa funeste expérience sur le champ de bataille. Il suit Michener jusqu'à la salle des malades atteints de grippe. Ce matin, on doit fumiger, annonce l'apprenti pilote. La boucane est censée tuer les microbes. Un médecin en blouse blanche donne des instructions sommaires à Napoléon et à son compagnon, leur confie un cylindre d'où sort un mince tuyau. Les deux hommes prennent des couvertures et, munis de leurs fumigateurs, sortent dehors. Ils étendent des couvertures sur une corde à linge et les traitent avec la mince vapeur, à la manière d'un prêtre brandissant un encensoir. À travers son masque, Napoléon sent l'odeur âcre du désinfectant. « J'espère au moins que ça serve à quelque chose, » souhaite le jeune soldat. Au cours des prochaines heures, Bouvier et Michener font la fumigation de couvertures et de draps, puis aident les médecins et les infirmières à déplacer des malades et du matériel. Au moment de faire la pause, Michener, qui possède une jovialité à l'épreuve de tout, demande à Napoléon s'il a lu le journal. Ce dernier mentionne les 2 articles du Toronto Star et la jeune victime. Cette petite, Robinson, elle fréquentait pas l'école où ton groupe est cantonné? Roland répond par l'affirmative. Mais t'as pas lu l'article dans le Globe and Mail? Si c'est la même grippe qui a sévi en Espagne cet été, on doit se préparer au pire. Là-bas, 1 personne sur 3, 8 millions au total sont tombés malades. L'énormité de cette catastrophe frappe Napoléon de plein fouet. Il baisse son masque pour aspirer de grandes bouffées d'air. Lui, qui a côtoyé la mort dans le No Man's Land, reste incapable d'imaginer tous les cadavres que la grippe laisse sur son passage. Pourtant, cette maladie qui fauche ses victimes encore plus rapidement et en plus grand nombre que la guerre, on en parle encore moins que les horreurs militaires filtrées par la censure. Le docteur Boyd retrouve les 2 soldats et leur fait signe de le suivre. Napoléon remet son masque et avec Michener emboîte le pas au docteur. « Ils sont combien ici avec la grippe maintenant, docteur? » Le médecin dévisage Bouvier et hésite avant de lui répondre. « Près de 500. Nos ressources sont poussées à l'extrême limite. » Les 3 passent devant des malades installés tant bien que mal dans les couloirs. Même les lits dans les corridors sont plus confortables que les nôtres dans l'entrepôt où loge mon unité, déclare Michener. Vous trouvez pas que j'ai l'air un peu pâle, docteur? J'ai peut-être un début de grippe. Le docteur Boyd hausse les sourcils et secoue la tête. Il a l'habitude des lamentations de Michener et donc les ignore. Cependant, il sent l'angoisse réelle de Napoléon Bouvier. Et si la grippe a commencé à se répandre dans la population civile ici, va-t-elle se propager comme en Espagne?
Les 3 hommes sont devant la porte d'une des salles d'isolement réservées aux cas de grippe. Le docteur Boyd baisse la voix. Non, je ne crois pas. Notre population est moins concentrée que celle d'un pays comme l'Espagne. Et nous avons pu tirer des leçons de l'expérience des villes frappées par la maladie. Le médecin marque une pause avant de poursuivre. Il reste que, selon ce qu'on a pu observer ailleurs, la particularité de ce type de grippe, c'est qu'il tue des gens dans la force de l'âge et en parfaite santé. Presque les 2 tiers des victimes ont moins de 30 ans. Comme moi, note intérieurement Napoléon, sidéré. Le docteur Boyd essaie de se faire rassurant. Le personnel médical compte sur des hommes comme vous pour gagner cette bataille. Je ne vous cacherai pas que ça sera difficile, car nous sommes sur la ligne de front. Mais on y arrivera. De toute façon, lance Michener avec désinvolture, moi, ça ne me dérangera pas si je tombe malade, du moment qu'on me donne un lit confortable. Le docteur, exaspéré, soupire tandis que, derrière son masque, Napoléon sourit. Il apprécie les efforts de Roland pour détendre l'atmosphère. Les soldats et le médecin pénètrent dans la salle où règne un silence étrange que seul le toussotement occasionnel d'un malade vient interrompre. Ils se rendent auprès de 2 lits occupés par des patients complètement recouverts d'une couverture de laine. Cette fois, le médecin chuchote ses instructions. Vous déplacerez ces 2 morts à la morgue en bas. Ensuite, vous enlèverez les couvertures et les draps pour les soumettre à la fumigation. Sans rien dire de plus, le docteur repart. Bouvier et Michener restent figés pendant un moment, jusqu'à ce que le dernier prenne un brancard et le dispose par terre à côté du premier lit. Il indique à Napoléon de prendre les pieds de la victime. Ainsi, les 2 hommes soulèvent le mort, toujours enrobé dans la couverture, et le déposent sur la civière. Ensuite, en silence, ils se mettent en route avec leur charge. 2 questions continuent de hanter Napoléon. Combien d'autres victimes la grippe fera-t-elle? Et combien en aura-t-il à déplacer? Okay, juste 1 ou 2 choses à dire de ce chapitre. Alors, Michener et Napoléon font de la fumigation pour essayer de nettoyer les couvertures des lits pour tuer les microbes de la grippe espagnole. Et aussi, ils rencontrent un docteur, le docteur Boyd, et le docteur Boyd dit que il ne pense pas que ça serait aussi sévère à Toronto qu'en Espagne, parce que les villes en Espagne sont plus comme denses, la population est plus dense, il y a plus de monde dans moins de places. Et aussi, il dit que c'est parce qu'on a appris des leçons importantes de l'expérience des pays comme l'Espagne. Et ça me fait penser à le virus de Corona, parce que nous avons appris des leçons de la Chine, de l'Italie, de l'Espagne, du Royaume-Uni, et tout ça a servi à nous mieux préparer ici au Canada. Et généralement, notre expérience jusqu'à maintenant n'était pas aussi grave au Canada que dans ces autres pays. Chapitre 23. Napoléon s'approche du tramway, contemple les portes ouvertes du véhicule, mais poursuit sa route à pied. Malgré le froid et le temps pluvieux de ce 5 octobre, les fenêtres du wagon sont grandes ouvertes pour faire circuler l'air frais, conformément aux directives du médecin en chef de Toronto, le docteur Hastings. La décision de Napoléon de ne pas emprunter les transports en commun respecte une autre suggestion du médecin en chef, soit, dans la mesure du possible, de se déplacer à pied afin d'éviter les tramways bondés de monde. S'abstenir du contact avec des foules demeure la meilleure façon d'empêcher la propagation de la grippe qui semble se répandre dans l'air.
Alors, ça dit que, si possible, ne va pas sur le transport public, comme les autobus, les tramways. Au lieu, marche tout partout, parce que comme ça, tu évites le contact avec les foules, crowd de personnes. Les lits vidés par Napoléon et ses collègues tout au cours de la semaine ont été aussitôt remplis par de nouveaux malades atteints de la grippe. Un autre mort dans la population civile, cette fois un homme de 32 ans, suivi d'une dizaine d'autres décès signalés aux autorités médicales de la ville, ont poussé le médecin en chef Hastings à déclarer à un journaliste: « La grippe espagnole est ici à Toronto. Cela ne fait plus aucun doute. S'il s'agit du même type de grippe contre laquelle on se bat à Boston, je suis sûr que la situation ici pourrait également être sérieuse. » Pourtant, du même souffle, le docteur Hastings a ajouté qu'il ne voit aucune raison de prendre des mesures exceptionnelles comme la fermeture des écoles ou des lieux de divertissement public. Napoléon, ébranlé par la situation à l'hôpital de la base, remet en question l'opinion du médecin en chef. De plus, selon le journal du matin à Ottawa, les autorités municipales ont décrété la fermeture de tous les théâtres, les cinémas et les écoles. D'un pas ferme et rapide, Napoléon met le cap sur l'hôpital militaire Spadina. Julie lui a fait parvenir un message par téléphone, le priant de s'y rendre dès que possible. Trempé par la pluie, il franchit les portes d'entrée de l'établissement. « Je pourrais prendre un mauvais rhume par un temps pareil. » Tout à coup, sa réflexion lui paraît insolite, car attraper une maladie aussi bénigne qu'une rhume est la moindre de ses préoccupations. Peu après, il est momentanément dérouté quand il trouve Julie dans tous ses états et un inconnu dans le lit normalement occupé par Ted McKenna. L'infirmière, soulagée de le voir, devance sa question. « Ted est en isolement avec les patients qui ont la grippe. C'est pour ça que je t'ai fait venir. » Elle prend le soldat par la main, prévient une collègue qu'elle va s'absenter pour une trentaine de minutes et entraîne Napoléon vers l'étage supérieur. Depuis quand? Avant-hier. Il se plaignait d'un mal de gorge. Quand il a commencé à tousser, le docteur l'a fait placer en isolement. Son cas s'est aggravé très rapidement. Confronté depuis des jours au triste spectacle des ravages de la grippe, Napoléon croyait s'y être endurci, ou du moins habitué. Cependant, quand il enfile un masque de gaz et entre dans la salle où agonise son ami, pour la première fois, il se sent personnellement agressé par la maladie. Julie et Napoléon s'arrêtent tout près du lit du patient qui tousse violemment. Une infirmière à son chevet éponge son front et enlève un phlegme rouge qui coule de sa bouche. Ted a les yeux fermés et son teint a pris une couleur bleuâtre, presque noire. Son visage est si étiré que Napoléon le reconnaît à peine. Julie se renseigne sur l'état du malade qui, fiévreux, délire depuis plusieurs heures. Soudain, le patient ouvre grand la bouche et pousse un râle effroyable. Son corps réclame désespérément de l'air, essaie en vain d'en respirer, comme s'il n'avait plus de poumons pour l'absorber. Au bout d'une troisième tentative, l'air semble enfin passer. Les yeux de McKenna s'ouvrent et roulent dans leurs orbites. Peuvent-ils voir que ce soit? « Frenchy !» Ce gémissement rauque qui vient de traverser les lèvres de Ted est-il une salutation ou un adieu? Du fond de sa mémoire, du fond d'un trou d'obus boueux, Napoléon entend une autre voix prononcer son nom. Mais cette fois, il ne peut pas sauter dans le gouffre pour en sortir son ami. Aujourd'hui, ce n'est pas juste sa jambe qu'il risque de perdre. La main droite de Napoléon serre celle de Julie très fort. Cette main, que voilà quelques mois il ne pouvait même pas fermer,
fait mal à l'infirmière qui, touchée par la douleur de Napoléon, ne dit rien. Une autre ronde de toux, encore plus douloureuse que la précédente, secoue Ted comme un pantin. Ses lèvres s'écartent de nouveau pour se refermer aussitôt. Plus rien ne passe, ni d'un côté, ni de l'autre. Napoléon esquisse un mouvement vers son ami, mais Julie le retient. L'infirmière au chevet du malade prend son pouce et remonte ensuite la couverture pour couvrir le visage hideusement défiguré. « C'est fini, » chuchote Julie, en tirant Napoléon doucement vers la sortie. Le jeune homme qui lutte contre ses larmes se laisse faire. À l'extérieur de la salle, ils retirent leurs masques et avancent lentement, ni l'un ni l'autre n'osant rompre le silence. « C'est affreux, » prononce enfin Napoléon après quelques minutes, « de mourir comme ça, après avoir survécu au carnage du front. » Julie, les yeux mouillés, acquiesce. « C'est démoralisant, mais on ne peut pas baisser les bras. » Napoléon reprend la main de Julie dans les siennes. « T'as raison, moi, je vais continuer à me battre. » Julie sent la chaleur des mains du soldat et fait un signe affirmatif de la tête. Faire la guerre à un adversaire invisible qui s'attaque à tout le monde, autant aux forts qu'aux faibles, exigera une compassion, un altruisme et des efforts exceptionnels. Dans le regard galvanisé de son ami, elle lit de la détermination, celle que la cruauté de l'ennemi inspire aux guerriers. Cette force, puisée à même la haine, engendre souvent des héros. Au moins cette guerre, pense Julie, nous allons la gagner en sauvant les vies, pas en les enlevant. Alors, chapitre triste, bien sûr. Ici, premièrement, je pense que ça parle de comment la guerre ou la lutte, struggle contre un adversaire, comment ça peut exiger dans les personnes la compassion, l'altruisme, vouloir aider les autres. Et je pense qu'on voit ça aussi aujourd'hui, maintenant, avec le coronavirus. L'effort que tout le monde fait de montrer l'appréciation pour les docteurs, les médecins, les infirmières, l'effort que tout le monde fait pour aider les autres, c'est comme dans la face de l'adversité, on change comment on se comporte. Mais juste pour reculer un petit peu, alors Julie a appelé Napoléon à l'hôpital et c'est parce que leur ami Ted McKenna est malade et il est maintenant en isolement avec les patients qui ont la grippe. Alors, il a la grippe espagnole et on a vraiment une description horrible de sa condition. Il est très proche à mourir et je pense que ça décrit son inhabilité de recevoir de l'oxygène. Alors, ses poumons sont tellement comme endommagés par la grippe et limités par la grippe qu'il travaille tellement fort juste pour recevoir le minimum d'oxygène et il n'a même pas assez d'oxygène pour tout son corps et ça change la forme de son visage, ça change la couleur de son visage, ça change ses yeux et finalement, ça dit plus rien ne passe, ni d'un côté, ni de l'autre. Et ça parle de l'air. Il ne respire pas et il ne inspire pas. Alors, ça c'est parfois ou souvent comment les gens mouraient qui avaient la grippe espagnole. Alors, il n'y a pas une bonne façon de mourir, mais ça surtout, c'est, comme Napoléon a dit, c'est affreux, absolument affreux comme mort. Ok, alors,
J'aimerais dire que l'histoire va devenir plus comme heureuse, mais pas encore. Chapitre 24. Corinne, debout à côté de ses sœurs et de ses parents sur le parvis de l'église du Sacré-Cœur, étudie les regards sombres des paroissiens qui prennent connaissance du texte de la proclamation du médecin en chef Hastings affiché sur la grande porte de l'église. Par ordre du médecin en chef et du maire de la ville de Toronto, il est décrété qu'à compter du 14 octobre 1918, et ce jusqu'à nouvel avis, 1. Les théâtres et les cinémas seront fermés et resteront fermés. 2. Les églises et chapelles de toute confession seront fermées et resteront fermées le dimanche. 3. Toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, y compris les écoles du dimanche, devront fermer et rester fermées. 4. Les visites aux hôpitaux seront interdites. Alors, on voit ici des parallèles à notre pandémie d'aujourd'hui, la fermeture des écoles surtout, et pour limiter le regroupement des gens. On n'a jamais vu ça, s'indigne Charles Sirois, la fermeture de l'Église. Certaines familles, apeurées par cette annonce et la menace de la grippe, repartent sans demander leur reste. D'autres, comme les Sirois, demeurent sur place pour discuter avec les autres paroissiens de ces mesures draconiennes. Au moins, le curé Lamarche et le vicaire Lucier reçoivent encore les ouailles, se console Mathieu Soriol en pointant la pancarte, écrite à la main en français et placée à côté de la proclamation officielle. Dans son message, l'abbé Lamarche indique la disponibilité des prêtres pour accueillir leurs paroissiens au presbytère, même s'ils ne peuvent pas célébrer la messe à l'église. Ça va de mal en pis, peste Brigitte Roy. Depuis 2 semaines, les malades et les morts n'arrêtent pas de se multiplier. Le ton des conversations monte tandis que chacun rapporte des incidents lus dans les journaux ou vus dans la rue. Au cours de la dernière semaine, les autorités médicales dressent des bilans sombres de façon presque quotidienne. Le 11 octobre, 40 nouveaux cas de grippe sont venus s'ajouter aux quelques 600 déjà dénombrés dans la ville. Ce jour-là, on a déploré 19 décès attribuables à la grippe ou à la pneumonie qui en résulte, ce qui a porté le total de morts à 72. Un vieil hôtel, le Mossop, a été réquisitionné par les autorités médicales afin d'être converti en hôpital pour les gens atteints de la grippe. Les travailleurs y ont arraché et brûlé les tapis pour ensuite aménager des lits pour 200 patients. Par ailleurs, Toronto n'est pas la seule ville aux prises avec l'épidémie. D'autres, comme Winnipeg et Montréal, ont aussi décrété la fermeture des lieux publics, dont les églises, les salles de billard, les cinémas et les théâtres. Dans la petite ville de Brantford, à 85 km au sud-ouest de Toronto, on rapporte 2500 cas de grippe. Angoissée par toutes ces mauvaises nouvelles, Corinne est soulagée de voir enfin apparaître Napoléon. Elle se précipite vers lui et le prend par le bras. Étonné de voir tous les gens assemblés devant l'église, plutôt qu'à l'intérieur, il interroge Corinne. D'un trait, elle le met au courant des tristes événements. « Allons-nous promener un peu, Napoléon? Je veux plus entendre parler de la grippe. » Sensible au désarroi de sa fiancée, Napoléon esquisse un mouvement pour s'éloigner avec elle, quand, soudain, une femme corpulente, Lise Charlebois, arrive en coup de vent. Bien que essoufflée, elle claironne d'une voix assez forte pour se faire entendre partout. « La petite Emma Latour a été emportée par la grippe hier soir. » Corinne et Napoléon, comme tous les autres présents, restent estomaqués. Pauvre petite, elle avait à peine 2 ans, ajoute la mère de Corinne d'un ton grave. Alors, on voit maintenant que
l'église est fermée, les écoles sont fermées, et à chaque jour presque, on reçoit comme un bilan, un rapport du médecin en chef sur combien de gens de plus sont tombés malades et combien de gens sont morts à cause de la grippe. Alors ça, c'est très similaire à comment chaque jour ou comme 6 jours la semaine, on reçoit un bilan de Bonnie Henry, le docteur Bonnie Henry, sur combien de nouveaux cas de COVID-19 on a en Colombie-Britannique. Mais c'est beaucoup plus sévère, je dirais. Ça deviendrait plus sévère, au moins, à Toronto, avec la grippe espagnole. Et malheureusement, on entend pas juste des personnes anonymes, mais d'une jeune fille, même pas 2 ans, que tout le monde connaît, qui est morte de la grippe. Chapitre 25. L'annonce de cette mort donne un nouvel élan aux conversations lugubres devant l'église, ce qui pousse Corinne et Napoléon à filer afin d'éviter de passer leur seule rencontre de la semaine dans une atmosphère de morosité. La jeune femme a le goût de se réfugier dans les bras de Napoléon et de s'épancher. Leur avenir comme couple la préoccupe. Tout d'abord, elle lui raconte sa semaine à l'usine. Mais, là encore, le sujet de l'heure demeure la grippe espagnole, car il manque de plus en plus d'ouvrières au travail. Les unes tombent malades, les autres restent à la maison pour prendre soin d'un membre de la famille alitée. Je pense que ça mérite une explication. Corinne et Napoléon essaient de parler de comme quelque chose d'autre, mais même quand Corinne essaie de raconter sa semaine au travail, à l'usine, factory, ça devient à propos de comme la grippe espagnole, parce que son travail change, parce qu'il y a beaucoup de personnes absentes de son travail, soit parce qu'ils sont tombés malades, ou parce qu'ils ont besoin de rester à la maison pour prendre soin de quelqu'un qui est tombé malade. Alors c'est un peu comme aujourd'hui, comment, même quand on essaie de parler de quelque chose d'autre, tout est affecté en ce moment par le coronavirus. Alors c'est très difficile d'éviter la conversation du coronavirus entièrement, même quand on essaie de parler d'autre chose. Peu après, Napoléon et Corinne déambulent dans la rue Sackville et passent devant l'école du Sacré-Cœur. D'un commun accord, ils s'attardent et contemplent l'édifice, songeurs. Les enfants, comme moi, ceux qui n'étaient pas très doués pour les études, sont probablement bien contents que l'école soit fermée, présume Napoléon. Corinne dégage son bras, qui enserre celui de Napoléon, pour lui asséner une tape sur l'épaule. Ils sont sûrement pas heureux de voir leurs amis ou les membres de leur famille tomber malades de la grippe. Napoléon accepte le reproche. Sa plaisanterie était sans doute déplacée. Cependant, après plus de 2 semaines de combat contre la grippe, il cherche désespérément la moindre occasion pour faire un peu d'humour, comme ses camarades, notamment Ted McKenna, le faisait dans les tranchées, même au pire moment. En plus d'accomplir son travail de soldat à l'hôpital de la base, Napoléon s'est porté volontaire pour prêter main forte aux groupes charitables qui livrent de la nourriture aux maisonnées, de plus en plus nombreuses, dont tous les résidents atteints de la grippe ne peuvent plus sortir. Dans certains foyers, les malades alités sont incapables de même se faire à manger. Il n'y a pas si longtemps que nous étions sur les bancs de l'école, dit Napoléon d'une voix douce, en inclinant légèrement la tête en direction de l'édifice. Pourtant, on dirait des siècles, ajoute Corinne en reprenant le bras de son compagnon. Mais moi, contrairement à toi, complète la jeune femme dans sa tête, je rêve d'y retourner. Devrait-elle aborder le sujet maintenant? Elle se pose la question tandis qu'ils se remettent à marcher. Tu sais, je ne serai probablement pas à l'usine de munitions pour très longtemps encore.
Tout le monde dit que la fin de la guerre est très proche, que c'est une question de jours, de semaines, tout au plus. Des prédictions de ce genre, Napoléon en a déjà entendu. Pourquoi y croirait-il davantage cette fois? Dès qu'il y aura un cessez-le-feu, la production va s'arrêter, poursuit Corinne, et je n'aurai plus d'emploi. Et toi, tu auras probablement ton congé de l'armée peu après. Elle a raison, reconnaît Napoléon en son fort intérieur, mais je n'ai pas la force d'y penser dans le moment. Complètement absorbé par l'immédiat, imaginer la vie après l'armée, après l'épidémie de la grippe, s'ils peuvent se rendre jusqu'à là, lui paraît impossible. Depuis 2 semaines, dans ses rêves, ce n'est plus le visage de Corinne ou de Julie qu'il voit, mais la bouche ouverte de Ted McKenna, en train de l'appeler juste avant d'expirer. Chaque jour, son regard croise ceux des agonisants qui lui rappellent le faciès de son ami mort. Un jour, il a aidé à déplacer 12 morts dans l'espace d'à peine quelques heures. « Comment va ton ami Roland ?» Corinne change brusquement de sujet. Elle a perçu le tourment de Napoléon et se résigne à reporter la discussion de leur avenir à un moment plus propice. Michener? Son souhait a été exaucé. Même si la grippe l'a terrassé pendant quelques jours, les docteurs le croient hors de danger maintenant. L'évocation de son collègue drôlatique, qu'il a décrit de long en large à Corinne, suscite un sourire sur ses lèvres. Voilà une semaine, l'apprenti pilote avait enfin obtenu son lit d'hôpital à titre de malade affligé par la grippe. Après 2 jours passés dans un délire fiévreux, Michener a été transporté à un autre hôpital moins entassé. Alors son ami Michener est tombé malade avec la grippe. « Je le reverrai probablement plus jamais, » poursuit Napoléon. « Il va me manquer quand même, le bon à rien. » Leur promenade les amène jusqu'à la rue Bright, où ils passent devant le numéro 10. « Regarde, ils ont posé le crêpe blanc. » Napoléon suit le regard de Corinne. Sur la porte de la maison, il peut distinguer la toile blanche qui annonce la mort d'un enfant. Dans ce cas, celle d'Emma Latour. Pendant un moment, Corinne songe à se présenter chez les Latour pour offrir ses condoléances à la famille qui fréquente le magasin de son père. Mais elle décide d'attendre et d'y accompagner ses parents plus tard. Plus loin, dans la petite rue résidentielle, le couple note d'autres crêpes. Un noir, qui signifie le décès d'un adulte d'âge moyen, et un mauve, pour signaler le décès d'une personne aînée. Corinne se tourne brusquement vers Napoléon. « Je vais offrir mes services au SOS. » Napoléon prend les 2 bras de la jeune femme. « Fais pas ça !» Cette réaction étonne Corinne, car intégrer ce nouveau corps auxiliaire d'infirmières volontaires, les Sisters of Service ou SOS, lui semble la meilleure façon d'apporter une contribution directe à la lutte contre la grippe. L'appel aux volontaires lancé par le médecin en chef de l'Ontario vient de paraître dans les journaux. Elle croyait faire plaisir à Napoléon, se rapprocher encore davantage de lui en allant au front à son tour pour combattre l'ennemi de la grippe. « Attends un peu pour voir, » propose Napoléon après un long silence. « Tu en fais déjà assez avec ton emploi à l'usine. » Corinne sourit. Son fiancé est soulagé de l'avoir renoncé à ce projet sans qu'il aille à lui expliquer le fond de son opposition. Julie est déjà en train de risquer sa vie. Je ne pourrais pas supporter de voir les 2 dans la fosse aux lions. Peu après, au moment de laisser sa fiancée devant chez ses parents, il étreint et embrasse Corinne encore plus fort qu'à l'habitude. Même dans la froideur de cette journée sombre, il sent une chaleur bienfaisante se diffuser dans son corps. Ensuite, il s'éloigne et sa forme disparaît dans la noirceur qui mange la fin du jour. Ce soir, le soldat ne souhaite qu'une chose, voir Corinne dans ses rêves, à la place de Ted. Alors, chapitre 25, Corinne et Napoléon se promènent, l'église est fermée, et dans les fenêtres des différentes maisons, ils voient des différentes comme
symbole pour les morts des gens, blanc pour un enfant mort, noir pour un adulte mort, violet pour une personne aînée comme senior. Chapitre 26. C'est ici, déclare Napoléon au chauffeur qui gare la voiture, une vieille Ford, sur le bord de la rue Davenport. Le chauffeur coupe le moteur tandis que Napoléon, en uniforme, même s'il n'est pas de service, du moins pas pour l'armée, descend de l'automobile et va ouvrir la porte arrière pour Julie. L'infirmière, elle aussi en tenue professionnelle, descend de la Ford à son tour. Le soldat prend le chaudron de soupe chaude de ses mains. Le chauffeur, un bénévole dans la quarantaine, leur signifie de prendre leur temps. Il les attendra. Julie et Napoléon avancent vers une modeste bicoque, le 79 de la rue Davenport. Malgré les circonstances, le jeune homme prend plaisir à accompagner l'infirmière dans son travail. Comme elle, Napoléon s'est porté volontaire pour venir en aide aux familles foudroyées par la grippe. Julie a pu s'arranger pour faire inclure son ami dans son équipe de SOS. Après son quart de travail à l'hôpital, Julie se joint aux 400 femmes volontaires qui effectuent des visites dans les domiciles touchés par la grippe pour y livrer des repas chauds et, dans la mesure du possible, des soins médicaux. Un grand nombre de propriétaires de véhicules, comme celui de la Ford, ont mis leur voiture au service de cette cause. L'infirmière et le soldat arrivent devant la porte et, avant de cogner, se recouvrent la bouche avec leurs masques. Je me demande si les masques aident vraiment. Cette question chicote Napoléon depuis des jours, car, malgré cette précaution, la maladie ne cesse de se répandre à un rythme effarant. Ce 21 octobre marque la 3e semaine de l'incursion de la grippe dans Toronto, et la ville plonge toujours dans les ténèbres d'une spirale mortale. Le pire est-il déjà là ou encore à venir? Voilà l'autre question que Napoléon se pose en frappant à la porte. Le 79 de la rue Davenport est l'une des 10 000 maisons où les facteurs de la ville ont laissé une carte spéciale. Cette mesure vise à permettre aux gens frappés par la grippe de communiquer leur état et leurs besoins aux autorités médicales, car la majorité des foyers n'ont pas le téléphone. La ville ne compte que 70 000 de ces appareils. Julie et Napoléon attendent en silence. Le soldat frappe de nouveau. L'absence du moindre son à l'intérieur le perturbe, lui inspire des souvenirs qui le ramènent en Europe, soit dans les villages ravagés par la guerre où, en compagnie de ses frères d'armes, il faisait du porte-à-porte pour vérifier la présence des civils ou débusquer des ennemis cachés. Ce moment devant la porte, l'incertitude qui précède l'action, était le pire, se rappelle Napoléon, celui où l'on craignait de découvrir un secret terrible et meurtrier à l'intérieur. J'aime ici comment Napoléon décrit la similarité entre la guerre contre la grippe espagnole et la guerre militaire, comment il y a une sensation juste avant l'action qu'il n'aime pas. C'est comme une tension, avant de découvrir quelque chose d'effrayant, par exemple. Pour une 3e fois, Napoléon cogne. Toujours rien. Les yeux de Julie contemplent la poignée. Quelques autres secondes silencieuses passent. L'infirmière avance sa main vers la poignée et la tourne. La porte s'ouvre. Sans hésiter, Julie pénètre dans la maison. Napoléon la suit de près et pose une main sur son épaule. « Attends, je vais y aller en premier. » Napoléon traverse un petit salon avec 2 fauteuils pour aboutir dans la cuisine, où il dépose son chaudron sur la table. « Il y a quelqu'un ?» il demande-t-il d'une voix forte. Toujours le même silence lugubre. Instinctivement, les poings de Napoléon se crispent comme s'il tenait son fusil dans les mains. Il retourne à l'entrée, mais Julie n'y est plus. Il la voit en train de monter les marches qui mènent à l'étage où doivent se trouver des chambres à coucher et « Julie !» Napoléon la suit, mais l'infirmière entre déjà dans la première pièce. Il traverse le seuil de la chambre et tressaute.
Un homme et une femme, immobiles, sont allongés dans un lit. Julie prend leur pouce, mais à voir le teint gris, bleuâtre des victimes, Napoléon sait déjà que la grippe les a fauchés. Un diagnostic que confirme Julie en recouvrant les deux morts avec la couverture du lit. Le calme de la jeune femme suscite l'admiration de Napoléon, très ébranlé par cette découverte macabre. Ils arrivent trop tard. Même si nous étions passés tandis qu'il vivait encore, nous aurions toujours été trop tard, rumine Bouvier. Une fois sa proie choisie, nous ne pouvons rien contre la grippe. C'est elle qui détermine ceux qui vivent et ceux qui meurent. Ses yeux fuient ceux de Julie, et c'est alors qu'il remarque le berceau dans un coin sombre de la chambre. Il s'y précipite avec espoir et en retire un bébé. Mais tout de suite après, un froid lui glace les mains et ensuite son corps en entier. Julie examine le nourrisson et secoue tristement la tête. Napoléon dépose la dépouille de l'enfant sur le lit avec ses parents. Dans sa tête, il imagine la scène qui a dû se dérouler ici quelques heures plus tôt. Les parents, trop affaiblis par la grippe et incapables de se lever pour appeler au secours, leur respiration devenant de plus en plus irrégulière et pénible jusqu'au dernier râle. Soudain, un bruit sec retentit dans l'air, une première fois, suivi d'une deuxième, un toussotement dans la chambre voisine. Le soldat et l'infirmière y découvrent un garçon d'environ 7 ans, par terre, à côté de son lit. Sa bouche émet un râle produit par l'aspiration, de l'air qui reste bloqué dans sa gorge. « Vite, amène-le en bas !» commande Julie, qui descend à la cuisine. Napoléon se met à genoux et prend le garçon dans ses bras. Le corps frêle ne pèse presque rien. Le soldat dévale l'escalier avec sa charge. À la dernière marche, Julie l'attend avec un verre d'eau. Elle réussit à faire avaler quelques gouttes du liquide au garçon qui n'a toujours pas ouvert les yeux. Il est gravement déshydraté, explique Julie, et sa pneumonie a atteint le stade avancé. Le temps presse, donc d'un pas rapide, il retourne à la voiture et s'installe avec l'enfant sur la banquette arrière. Julie exhorte le chauffeur à se rendre à l'hôpital le plus rapidement possible. Heureusement, en ce début de soirée, la voiture peut foncer à la vitesse d'une ambulance sans rencontrer la circulation. Et les parents du petit? Julie, qui essaie toujours de faire couler un peu d'eau dans la bouche du malade, fait part du triste bilan au chauffeur. Le conducteur accélère et, à peine quelques minutes plus tard, la voiture arrive devant l'hôpital général de l'avenue University. Julie et Napoléon descendent avec l'enfant et se dirigent vers l'entrée de l'établissement construit juste avant la guerre. Le personnel en poste prend en main le garçon que Napoléon dépose sur une civière. Le malade se ravive un peu, toussate, mais se rendort aussitôt après. Je vais téléphoner au service de santé pour qu'ils aillent chercher ses parents et le bébé. Julie disparaît alors dans un bureau. De la poche de sa vareuse, Napoléon retire un papier où figurent des noms et des adresses. Elizabeth et Robert Murphy, 79 rue Davenport. Il n'y trouve pas les noms des enfants. Une famille au complet attaquée par la grippe. Bien que cela paraisse inconcevable, elle n'est pourtant pas la seule. Les journaux font état d'un bon nombre de foyers où, dans l'espace de quelques jours, tous les membres de la famille ont été terrassés par la grippe, dont quelques-uns de façon fatale. 3 morts sur une famille de 4. Voilà un bilan particulièrement sombre. Si les Murphy avaient eu le téléphone, on leur aurait sans doute porté des secours plus rapidement. Le résultat aurait peut-être été le même, mais au moins ils n'auraient pas vécu leur dernière heure seuls et dans le désespoir. La grippe a même réussi à ralentir les communications téléphoniques. La compagnie Bell a dû demander aux Torontois de limiter les appels au cas d'urgence, car 15% des téléphonistes sont absents du travail, soit parce qu'elles ont la grippe elles-mêmes ou qu'elles doivent prendre soin d'une personne malade.
Napoléon range le papier dans sa poche et se met à arpenter le couloir. Son œil tombe sur une page du Toronto Star affichée au mur. Un article dresse le bilan de cette journée. La plus meurtrière depuis le début de la pandémie, avec 91 morts en l'espace de 24 heures, ce qui porte le total de décès à Toronto à 647. Au bas du texte, Napoléon lit la liste des victimes, où l'on fournit leur âge, lieu de résidence et, dans certains cas, le nombre de jours qu'a duré leur maladie. Ces listes sont même devenues plus longues que celles que le journal publie avec les noms des blessés et morts à la guerre, constate Napoléon avec ironie. Julie revient enfin pour le tirer de ses sombres réflexions. Il a fallu du temps pour avoir une téléphoniste, s'excuse-t-elle, puis j'ai fait un deuxième appel au bureau du greffier de la ville pour signaler les 3 morts. Napoléon hoche la tête. Nous avons encore 2 autres visites à faire, poursuit l'infirmière. Les deux esquissent un pas vers la sortie quand un médecin les interpelle. Le garçon que vous avez amené, commence le docteur aux tempes grisonnantes. Malheureusement, on l'a perdu. La pneumonie. Excusez-moi. La pneumonie. Sa voix s'éteint et il baisse les yeux. Il n'y a plus rien à dire. Un autre mort. Un autre point au tableau pour la grippe espagnole qui, encore une fois, vient d'avoir le dernier mot. Napoléon contemple ses mains et ses bras musclés qui ont transporté le corps fragile qui ne pesait rien. Maintenant, sans vie, il doit peser encore moins. Il sent la main de Julie prendre la sienne. Viens-t'en, Napoléon. La bataille est dure, mais elle n'est pas finie, et nous devons la gagner. Le jeune homme dévisage l'infirmière. Si jamais je retournais à la boxe, se dit-il, cette fille-là, je voudrais l'avoir dans le ring avec moi. Je sais pas quoi je pourrais dire vraiment pour ajouter à ce chapitre, mais c'est peut-être le plus triste jusqu'à maintenant. Napoléon et Julie travaillent ensemble comme volontaires pour livrer de la nourriture et des soins médicaux aux familles qui sont affectées par la grippe, parce que les familles qui sont affectées par la grippe n'ont pas le droit de quitter leur maison pour essayer de limiter la propagation de la maladie. Et quand ils arrivent à cette maison-là, ils trouvent les parents morts dans leur lit, leurs plus jeunes morts, et ils découvrent leur enfant de 6 ou 7 ans encore vivant, mais à peine. Et finalement, il meurt après arriver à l'hôpital. Mais ce qui est vraiment impressionnant dans ce chapitre, c'est les commentaires de Julie. Et c'est ici, par exemple, où elle dit « La bataille est dure, mais elle n'est pas finie, et nous devons la gagner ». Elle est tellement comme stoïque, et elle est tellement forte, et elle est tellement calme. Il y a un autre moment dans le chapitre, j'oublie où, mais où Napoléon remarque sur le calme de Julie. Le calme de la jeune femme suscite l'admiration de Napoléon, très ébranlé par cette découverte macabre. Désolé, c'est ici. Alors ça, c'est juste un autre exemple de comment Julie est spéciale. Et il y a un commentaire ici à la fin. Si jamais je retournais à la boxe, se dit-il, cette fille-là, je voudrais l'avoir dans le ring avec moi. Alors ça, c'est Napoléon qui pense. Quand on voit la ponctuation comme ça signifie que c'est quelqu'un qui pense intérieurement à eux-mêmes. Chapitre 27. Dans la maison des parents d'Isidore Laplante, au 69 de la rue Borden, il règne une atmosphère de morosité. Au retour des funérailles, en ce samedi 26 octobre, les gens venus partager le deuil des Laplante sont nombreux. Debout, appuyés au mur entre la cuisine et le salon de la résidence bondée de monde, Corinne et Napoléon compatissent avec les parents du jeune Laplante,
emporté par la grippe voilà 3 jours à l'âge de 24 ans. Assis au milieu de l'étroit salon, entouré d'amis et de parents, l'homme et la femme ont le regard vide, absent. C'est aussi pire que de l'avoir perdu à la guerre, se lamente Thérèse Laplante en étouffant un sanglot. Le sort a voulu que, le jour même où Isidore recevait son ordre de mobilisation, il soit tombé malade de la grippe. S'il s'en était remis, le conscrit aurait été obligé de se présenter à un bureau de recrutement de l'armée. Pendant 9 jours, le jeune homme avait mené le plus grand combat de sa vie, seulement pour le perdre. Au moins, il aura évité la conscription, chuchote Napoléon à Corinne. Les voix feutrées dans la maison évoquent inévitablement la grippe. Napoléon saisit des bribes de conversation. Le journal du matin signale 11 nouvelles morts, ce qui fait passer le nombre total de décès attribuables à la pandémie à 1021 depuis le 1er octobre. Un garçon de 7 ans, Jean Boucher de la rue Chester, est mort le même jour qu'Isidore, après seulement 48 heures de lutte. Tout à coup, le curé Lamarche se plante devant la jeune couple et, malgré les tristes circonstances, profite de l'occasion pour faire le travail du Seigneur. Ainsi, après avoir félicité ces 2 jeunes paroissiens de leur conduite exemplaire dans ce temps de guerre et de crise, il leur pose une question à brûle-pourpoint. Avez-vous songé à une date pour votre mariage? J'aimerais bien avoir l'occasion de célébrer des noces plutôt que des funérailles. Désarçonnés par les propos du prêtre, les 2 fiancés restent bouche bée. Le curé, toujours sensible aux préoccupations de ses ouailles, rassure le jeune couple. Vous me pardonnerez d'être si direct, même si ce n'est ni le bon temps ni le bon endroit. Mais je me permets d'aborder le sujet puisque je ne peux plus vous rencontrer à la messe au dimanche. Et puis, il ajoute en souriant, vous pouvez venir me voir n'importe quand pour des conseils. Napoléon tente d'alléger l'atmosphère en lançant à la blague sa propre question pour l'abbé Lamarche. Quand on se mariera, vous nous amènerez en voiture? C'est au tour du prêtre de rester momentanément interloqué, mais il a l'esprit de répartie. Cela me ferait plaisir, car ce sera un grand jour. Presque tout le monde dans la paroisse du Sacré-Cœur taquine le curé au sujet de sa voiture. En 1914, les paroissiens, ayant pris en pitié leur guide spirituel qui devait se déplacer à pied ou en vélo, s'étaient cotisés pour amasser des fonds et lui acheter une Ford neuve et rutilante. Toutefois, le religieux, peu enclin à la conduite automobile, surtout dans la circulation urbaine, la sort à peu près jamais. Le prêtre continue sa tournée des fidèles présents. Napoléon, subitement oppressé par la chaleur dans la maison pleine à craquer, décide de sortir prendre un peu d'air. Tandis que Corinne se rend auprès de ses parents, Napoléon traverse la cuisine et franchit le seuil de la porte qui donne sur la cour. « Hé, caporal, viens te rincer le gosier !» Napoléon se dirige vers 3 hommes debout au fond de la cour exiguë. Il reconnaît son ami, Thomas Jobin, qui, à son grand étonnement, lui tend une bouteille de bière. Elle est à 2%, précise Thomas, donc légale, même avec la prohibition. Dans le journal, j'ai même vu une annonce de la compagnie O'Keeffe qui affirme que boire la bière fortifie le corps contre la grippe. Napoléon fait nom de la tête. En Ontario, depuis 1916, la vente et la consommation de boissons alcoolisées, sauf pour de la bière à faible teneur d'alcool, et des spiritueux prescrits par un médecin pour des raisons de santé, sont interdites. Le jeune soldat en a quand même déjà bu, notamment pendant son séjour en Europe. Cependant, aujourd'hui, dans la cour de cette résidence en deuil, il n'en a pas le goût. « Peut-être que ton ami préfère le whisky ?» propose un monsieur à la forme élancée, Lucien Roy, qui présente un flacon à Bouvier. « C'est du bon fort, prescrit par mon médecin. J'ai dû faire la queue pendant longtemps au magasin du gouvernement de la rue Church pour l'avoir. Je ne suis pas le seul à essayer de combattre la grippe avec un bon fortifiant. En plus, j'ai dû payer $2 de mon docteur pour l'ordonnance. »
Le troisième du groupe, un homme court et chauve, l'oncle d'Isidore, venu de Montréal pour les funérailles, accepte le flacon que Napoléon décline et en prend une rasade. Je vous plains ici. Heureusement qu'au Québec, on n'en a pas de prohibition. Avec la guerre et l'épidémie, la vie est déjà assez dure. Si, en plus, on ne pouvait plus prendre un petit coup de temps en temps, ce serait l'enfer. Les hommes partent à rire et Napoléon, ravigoté par l'air frais, se détend. Vas-tu revenir à la Gendron après la guerre? Cette question de Thomas, Napoléon se la pose déjà depuis quelques mois sans trouver une réponse. Je ne peux pas dire encore. Une fois la guerre évoquée, elle devient un sujet de la conversation dominée alors par Lucien et l'oncle d'Isidore, qui opinent sur les dernières élections fédérales et l'entrée en vigueur de la conscription. Le premier en particulier s'emporte. Ici, les Anglais sont patriotiques au point d'en perdre la raison. À Toronto, depuis le début de la guerre, près de 3/4 des hommes d'âge militaire se sont déjà portés volontaires, même si près de la moitié de ces patriotes a été refusée pour des raisons médicales. La ville a quand même fourni 45 000 soldats. C'est près du tiers de tous les recrues de l'Ontario. Puis, les Anglais chialent que c'est toujours pas assez et que nous, les Canadiens français, on est des lâches. Ils exagèrent, pas vrai, mon Napoléon? Le militaire qui se revoit au centre sportif, voilà quelques mois en train d'écouter un orateur accuser les Canadiens français de trahison, approuve le commentaire par un hochement de la tête. Subitement, même à l'air libre, il a l'impression d'étouffer. Il songe à demander à Lucien de lui passer son flacon. Ce qu'il me faudrait vraiment en ce moment, constate-t-il, c'est la présence de Julie. Avec elle, je peux parler de tout et de rien, même de la guerre et de la grippe. T'étais pas un boxeur avant d'aller dans l'armée? La question vient de l'oncle d'Isidore cette fois. Napoléon acquiesce par un nouveau hochement de la tête. Vas-tu retourner dans le ring? Voilà une autre interrogation qui nargue Napoléon depuis des mois. Je sais pas, marmonne-t-il en virant sur ses talons. Son cœur, sa tête et ses poings lui envoient des messages qui, comme d'habitude, se contredisent. Chapitre 28. J'aurais préféré me réveiller devant un ange avec un beau sourire. Le malade vient d'ouvrir ses yeux pour la première fois depuis 2 jours. Si j'étais un ange, Loisel, tu serais mort. Je suis peut-être pas beau à voir, mais au moins ça veut dire que tu es toujours de ce monde et encore capable d'admirer les belles femmes. Jean Loisel réagit aux commentaires de Napoléon, prononcés à travers son masque imbibé de formaldéhyde par un plissement des lèvres. Bouvier, qui était en train d'enlever des couvertures du lit voisin à celui du jeune patient, se réjouit de voir ce dernier émerger des ténèbres de sa fièvre. Pour te prouver que je suis fin, je vais aller te chercher une infirmière, dit-il au soldat Loisel, mais je ne peux pas te promettre une créature ravissante. Il quitte le malade et va prévenir l'infirmière en poste, une femme costaude, du réveil du patient. Dommage que Loisel ne se trouve pas à l'hôpital de Julie. Un sourire de la Gaspésienne peut ressusciter un mort. L'infirmière accueille la nouvelle de Napoléon avec joie et se rend auprès du patient réchappé de la grippe pour prendre sa température et l'interroger sur sa santé. S'il est sorti du bois de la grippe, pense Napoléon, j'imagine qu'il sera bien content de retourner dans le bois de Timmins. Avant de disparaître dans les méandres de sa fièvre, Loisel avait parlé à Napoléon, son compatriote franco-ontarien, de sa ville natale dans le nord de la province. Bouvier prend les draps et les couvertures qu'il a roulés en boule et placés sur son dos et part en direction de la buanderie de l'hôpital. Il note l'heure, encore 30 minutes et il pourra rejoindre Julie et les SOS. Il a hâte de revoir son ami, même si le travail qu'il effectue à ses côtés comporte des moments difficiles. Seulement 2 morts aujourd'hui, constate-t-il, c'est quand même une amélioration. Peu après son quart de travail terminé, Napoléon se rend à pied à la salle paroissiale d'une église anglicane où les femmes cuisinent des repas chauds destinés aux foyers touchés par la grippe. Julie l'y attend.
C'est Monsieur Caravaggio, notre chauffeur aujourd'hui, lui annonce l'infirmière. Il va falloir le surveiller. Il conduit comme un pilote de course italien. Napoléon prend une boîte avec des plats et un chaudron et suit Julie dehors. Dans la rue, le chauffeur bénévole les salue. Italien émigré au Canada depuis à peine 4 ans, Caravaggio parle l'anglais avec un accent prononcé, tout comme Julie. Napoléon, qui peut passer pour un Torontois anglophone, s'amuse à écouter leur conversation, en fournissant à l'occasion le mot anglais qui vient à leur manquer. La grippe finito, s'exclame Caravaggio. Pourquoi vous dites ça? Demande Napoléon étonné. Pour toute réponse, le chauffeur lui montre le journal ouvert à la page 2 sur la banquette à ses côtés. Le soldat y remarque tout de suite un article titré « Nous venons à bout de l'épidémie de la grippe espagnole ». Depuis quelques jours, on signale une diminution du nombre de cas de grippe. En ce 29 octobre, la moyenne de décès par jour est tombée de 22 à 9. Il lit alors à voix haute pour Julie. Bien entendu, la grippe ne sera pas complètement éradiquée à Toronto pour quelque temps encore. La lutte contre cet ennemi invisible est exactement au même niveau que notre lutte contre notre ennemi visible en France et en Belgique, a déclaré le médecin en chef Hastings. L'ennemi est en déroute et la victoire est en vue, mais il y aura à l'occasion des réactions et des contre-attaques. Vous voyez, s'écrie Caravaggio avec jovialité. Oui, la progression de l'épidémie a été arrêtée, confirme Julie. Dans les prochains jours, le docteur Hastings va probablement annoncer la réouverture des écoles et des lieux publics. Bien que l'optimisme de Julie le rassure, Napoléon reste silencieux. Que le médecin en chef Hastings compare la bataille contre la grippe à la guerre en Europe lui inspire de la méfiance. Depuis 4 ans, même des civils et des militaires de bonne foi ont été induits en erreur à maintes reprises par des politiciens et les généraux, affirmant que la victoire était toute proche, quand non seulement le carnage s'est poursuivi, mais il s'est amplifié. La voiture s'arrête devant le 35 de la rue Dupont. « À l'assaut, soldat Bouvier !» lui décoche Caravaggio en lui faisant un salut militaire. Peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on écrit, songe Napoléon en ouvrant la portière et enfilant son masque, il ne faut pas baisser la garde. Chapitre 29. Dieu a eu pitié de nous et a répondu à nos prières. La voix du vicaire Lucier remplit toute l'église du Sacré-Cœur. Le prêtre, fort ému de célébrer la messe devant ses paroissiens pour la première fois depuis 20 jours, se racle la gorge avant de poursuivre. Le fléau de la grippe espagnole nous a tous éprouvés et, bien que la maladie demeure parmi nous, fort heureusement, elle se retire de notre ville presque aussi rapidement qu'elle s'y est installée. Dans son banc, assis à côté de ses parents, Napoléon se concentre difficilement sur les mots du prêtre. Ses pensées sont ailleurs, tout comme son regard qui vacille entre le dos de Corinne, assise 3 rangées devant lui, et le visage de Julie, qui occupe un banc au fond de l'église derrière lui. Prions pour ceux qui ont été fauchés par la maladie, et pour ceux qui en souffrent toujours. Napoléon baisse la tête comme tous les autres paroissiens. Cependant, son esprit effervescent ne le laisse pas prier. « Je devrais être heureux comme tout le monde, se dit-il. Les journaux ne parlent presque plus de grippe et, quand ils la mentionnent, c'est pour souligner son recul presque partout dans la province. » En fait, dans une ville après l'autre, les autorités médicales autorisent de nouveau les rencontres publiques, un signe qui ne trompe pas. À Toronto, en plus de permettre la réouverture des églises, le médecin en chef Hastings, malgré quelques protestations, a décrété que dans 2 jours, soit le mardi 5 novembre, les écoles pourront recommencer à recevoir les élèves. La fin imminente de la guerre a remplacé la grippe comme le sujet de l'heure. Pourtant, tout comme à l'automne 1916, Napoléon se sent à la croisée des chemins et, en plus, tiraillé entre ses désirs et ses sentiments.
Cette fois, la voie à suivre ne lui paraît pas du tout claire. D'ailleurs, le choix qu'il croyait si net, voilà 2 ans, s'est avéré une erreur. La décision qu'il prendra bientôt, et qui sera sans possibilité de faire marche arrière, sera-t-elle erronée elle aussi? L'abbé Lucier termine son homélie en souhaitant que Dieu exaucera les vœux de tous en mettant fin à la guerre. Ensuite, le prêtre se retourne pour faire face à l'autel et continuer la célébration de la messe en latin. Arrête de regarder par en arrière, se gronde Napoléon. Tu vas finir par te faire remarquer. Ainsi, le jeune homme s'efforce de fixer l'autel. Toutefois, savoir que les yeux de plusieurs de ses amis doivent rôder dans la direction de Julie le perturbe. Ne devrait-il pas parler à quelqu'un de ce qui le trouble? Son père? Son ami Thomas? Non, ils sont trop proches. Il songe un instant au vicaire Lucier, et cette idée le fait rire intérieurement. Si j'avais péché, je pourrais me confesser à lui, constate Napoléon. Mais un prêtre? Qu'est-ce qu'il connaît au genre d'émotion que je ressens? À la sortie de l'église, Napoléon retrouve Corinne et sa famille. Le père de sa fiancée le convie à partager le dîner dominical avec les Sirois, une invitation qu'il ne peut guère refuser. Pourtant, malgré lui, il éprouve une légère déception. « Allons saluer Julie avant », propose Corinne. Soulagé de ne pas avoir eu à faire lui-même la suggestion, Napoléon tend le bras à son ami. Le couple retrouve l'infirmière en train de décliner poliment une invitation de Thomas Jobin et d'Antoine Dussault. « Je suis de service avec les SOS cet après-midi », déclare-t-elle aux 2 jeunes hommes qui ne cachent pas leur déception. Napoléon, que Julie n'a pas convoqué, aux soins des malades depuis quelques jours, lui offre son aide. Elle ne sera pas nécessaire. Le nombre de nos visites a beaucoup diminué. Je m'en voudrais de gâcher ton dimanche avec Corinne. Quand le jeune Bouvier voit le regard complice que Julie échange avec Corinne, il décide de ne pas insister. Après tout, il a un devoir, beaucoup plus agréable envers Corinne aussi. Julie les laisse et le couple prend la route du magasin et de la résidence des Sirois de la rue Queen. Même si la paix va me manquer, j'ai hâte de quitter l'usine, dit Corinne en serrant le bras de Napoléon plus fort. Et moi l'armée, renchérit le soldat. Mais après, s'interroge-t-il dans sa tête, sans pouvoir fournir de réponse. Okay. Fin de partie 4. Et les 2 prochaines parties sont plus courtes, donc on finira le roman la semaine prochaine. Moins d'action dans les derniers 2 chapitres, mais des développements quand même. On apprend que la grippe espagnole est en recul et qu'il y a de moins en moins de cas à Toronto et de moins en moins de morts aussi. Alors, ça suggère qu'on commence à voir la fin de cette grippe horrible. Et maintenant, il semble que comme ça serait une bonne chose, mais maintenant, Napoléon doit décider quoi faire après tout ça. Il se sent un peu tiré entre Corinne et Julie, évidemment. Il ne sait pas s'il veut retourner à la boxe, il ne sait pas s'il veut retourner à son ancien travail. Alors, il doit décider tout ça. OK? Alors, n'oubliez pas de choisir vos passages pour les entrées de journal et n'hésitez pas de me contacter si vous avez des questions. Au revoir.